Par une nuit étoilée, dans une contrée reculée au cœur des montagnes, seuls les bruits des oiseaux nocturnes se faisaient entendre au loin. Non loin de là, se trouvait une maison. Et dans ses alentours, des pièges étaient installés dans le but de dissuader toute personne mal intentionnée. Cette soirée allait être un peu spéciale, car les cris d'un bébé résonnaient dans les montagnes. L'homme venait de prendre sa hache, décidé à neutraliser le ou les rats qui avaient osé profaner son espace sacré. Pour lui, la situation était simple. S'ils étaient venus cambrioler sa maison, il n'avait aucune chance, car il allait tous les buter jusqu'au dernier. Ils allaient comprendre ce qu'il en coûte de s'attaquer à un chasseur. Le chasseur se devait d'être très prudent, car les intrus avaient réussi à déjouer tous ses pièges et à dissimuler leur présence. C'était clair. Ce n'étaient pas des voleurs ordinaires. Ils pouvaient se cacher, mais ils ne pouvaient pas tromper ses oreilles. « Je vais tous les buter d'un claquement de doigts », pensait-il, en entrant dans la grange avec toute la détermination qu'il possédait. Il venait d'entrer et il n'y avait personne, sauf les animaux qui le scrutaient. Depuis qu'il avait appris la nouvelle qu'il n'aurait jamais d'enfant avec sa femme, il avait parfois l'impression d'entendre des fantômes, songeait-il. Mais cette fois-ci, son esprit ne lui jouait pas des tours. Il venait de voir un bébé déposé dans la grange. Il prit rapidement le bébé pour vérifier s'il était encore en vie, ce qui était le cas. Une joie immense s'empara alors de cet homme jusqu'à ce que sa femme arrive et lui demande ce qui n'allait pas. Pourquoi y avait-il autant d'agitation? Elle était encore à moitié endormie, mais quand elle remarqua l'enfant, elle s'empressa de demander à son mari pourquoi il tenait un bébé dans ses bras. Celui-ci, gêné, ne sut quoi lui dire. La seule chose qu'il put murmurer à ce moment-là fut « Je pense que c'est notre bébé. » C'est alors que quelque chose de magique se produisit. Quand le bébé ouvrit les yeux et agita ses mains, un vent se leva, rassemblant les nuages. Peu après, la pluie commença à se déverser de ces nuages. La terre sèche devint luxuriante et les villageois chantaient des chansons de bonheur. L'enfant protégea également le village des dangers qui le menaçaient. Et avec ses pouvoirs mystiques, la paix revint au village et les gens n'eurent plus faim ni soif. Mais il ne cessa jamais de veiller sur les habitants. Les gens, considérant ses capacités comme magiques, l'appelèrent « mage ». Ceci est l'histoire de notre protagoniste, Chiroun, qui était en train de lire jusqu'à l'arrivée de son père. De son nom complet, Chiroun Arya, il est âgé de 12 ans. Voici son père, Vincent Arya, âgé de 40 ans. Il est très content de voir son fils et n'hésite pas à lui dire à quel point il le trouve mignon. Il vient de finir de couper du bois et fait savoir à Chiroun qu'il est temps de rentrer à la maison pour manger. Notre protagoniste venait de poser une question à son père. Il voulait savoir comment on utilise la magie. Son père se rappela qu'il devait sûrement faire référence au genre de livre qu'il lui avait offert. Pour lui, la réponse était claire. La magie n'existe pas vraiment. Si tu peux tuer un ours d'une seule flèche, ou si tu peux couper des arbres d'un seul coup de hache, ça, c'est de la magie, pensait son père en lui donnant cette réponse. Même si notre protagoniste n'était pas convaincu, il ne put s'empêcher de sourire face aux paroles de son père. Deux jeunes garçons venaient de remarquer M. Vincent et Chiron. Les enfants avaient déjà remarqué que notre protagoniste n'arrêtait jamais de lire des livres, même quand il lui demandait s'il voulait jouer. Ils aperçurent le gros livre qu'il tenait et se demandèrent s'il savait vraiment lire ou s'il voulait juste se la péter. Au cours de leur conversation, les enfants firent remarquer que Chiron était bien maigre comparé à M. Vincent. L'un d'eux fit même savoir que sa mère lui avait dit qu'il l'avait récupéré quelque part. Pour lui, c'était évident, il avait été abandonné parce qu'il était beaucoup trop bizarre. Il venait de franchir la limite. M. Vincent était à bout. Comment pouvait-il dire une chose pareille de son fils? Il se retourna vers lui en l'appelant par son nom, pensant qu'il serait en train de déprimer. Mais à sa grande surprise, Chiron était en train de répéter ces mots dits auparavant. « Si tu peux couper des arbres d'un seul coup de hache, alors c'est de la magie, n'est-ce pas, père ?» Il affichait un sourire si imperturbable que son père fut aussitôt rassuré. Il appela son fils et lui dit que, comme il l'avait aidé avec le travail, ils iraient ensemble en ville demain. Il lui achèterait ses fruits préférés. Chiron était très content de l'entendre et s'imaginait déjà le lendemain avec son père. Pour Vincent, c'était clair. Peu importe ce que les gens disaient, Chiron était son fils, et personne ne pourrait jamais changer cela. Le garçon, quant à lui, en demandait encore, il voulait en savoir plus sur la magie. Nous sommes le lendemain. Ce que vous voyez là n'est autre que la capitale, la ville de Créas, dans le royaume de Torma. Notre protagoniste est ému de découvrir à quoi ressemble une ville.
Tout est vraiment magnifique, les boutiques, les points de vente, tout est parfait. Monsieur Vincent fit savoir à Chiron qu'il allait devoir l'attendre au magasin du grand-père de Martin jusqu'à ce qu'il ait fini ses affaires. Il lui donna une autre consigne, ne se rendre sous aucun prétexte dans une ruelle suspecte ou à la rencontre de nobles. Ce n'est pas que son fils ait déjà été désobéissant, mais il se devait de le lui rappeler. Chiron, avec un sourire, lui fit comprendre qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il avait compris. Une fois son père parti, notre protagoniste aidait M. Martin à écrire le montant des produits sur des pancartes. Le grand-père était vraiment surpris qu'il sache écrire. Il remercia le garçon lui disant qu'il n'avait pas besoin de faire cela pour lui. Pour Chiron, ce n'était pas un problème. Il voulait vraiment aider. Quel enfant intelligent, surtout pour son âge. Pourtant, mon petit-fils Martin est le pire fauteur de troubles de la ville, pensa le grand-père Martin. Chiron interpella de nouveau Papy Martin. Il lui demanda s'il connaissait la magie. Le grand-père, pensant qu'il parlait des affaires, ne comprit pas tout de suite. Notre protagoniste sortit alors son livre et lui expliqua qu'il voulait savoir comment on utilisait la magie. Le vieil homme comprit enfin de quoi il parlait. C'est un sujet qui plaît beaucoup aux enfants de leur époque. « Je ne sais pas grand-chose sur la magie, mais cet endroit là-bas a beaucoup de livres qui en parlent, dit-il en pointant une librairie au bout de la rue. Il demanda au garçon s'il voulait y jeter un coup d'œil, en lui recommandant de revenir vite une fois qu'il aurait fini. Le garçon était si heureux, il fallait voir à quelle vitesse il s'était précipité. Le grand-père ouvrit le livre de notre protagoniste. Il se sentit nostalgique, car il avait l'habitude de lire ce genre de contes de fées quand il était enfant. Soudain, quelque chose mit le grand-père dans tous ses états. Ce qu'il voyait dans ce livre n'avait rien d'une lecture normale pour un conte de fées. Il comprit alors que le garçon lui avait demandé comment utiliser la magie. Dans la librairie, la main de notre protagoniste fut repoussée d'un livre. « Que crois-tu prendre avec tes sales pattes » l'entendu. Il demanda à la dame s'il ne pouvait pas jeter un coup d'œil au livre. Elle lui fit savoir que c'étaient des livres hors de prix et qu'ils n'étaient pas faits pour les paysans. Les bouquins présents ici ne sont pas les mêmes que ceux vendus dans les autres magasins. Je ne peux pas laisser salir un livre et le faire paraître usé. Notre protagoniste comprit à quel point ces livres étaient chers et se demandait bien où son père lui achetait les siens. Un noble venait d'entrer et demanda si tous les livres qu'il avait commandés étaient bien là. C'était un majordome d'une grande famille, venu récupérer une commande pour les nobles qu'il servait. La femme lui confirma qu'ils étaient arrivés et lui demanda comment le contacter pour la livraison. Notre protagoniste profita de ce sursis pour ouvrir un livre. Il se rendit vite compte qu'il n'y avait pas grand-chose de plus comparé à ce qu'il possédait déjà. Il sortit de la bibliothèque en réalisant à quel point il était difficile de se procurer des livres. Il aperçut au loin un homme avec un carton rempli d'ouvrages et se mit à le suivre pour savoir où ce noble les emmenait. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il allait les jeter. C'était un choc. Comment pouvait-on jeter des livres? Il comprit aussi que c'était donc ici que son père obtenait les siens. Au loin, des nobles l'observaient et se demandaient pourquoi un simple roturier se trouvait dans un endroit pareil, et qui plus est, avec un livre. En les voyant, notre protagoniste se posait une question. Quelle était vraiment la différence entre eux et lui? Il se rappela les mots de son père « Ne parle pas aux nobles ». Il voulait savoir pourquoi c'était acceptable pour eux, et pas pour lui. Une main se posa sur son épaule. C'était un garde. « Ce n'est pas un endroit où des enfants comme toi devraient se promener seuls », dit le garde d'un ton menaçant. « Au-delà de cette porte se trouve une zone à laquelle seuls les nobles ont accès. D'où viens-tu? Et où sont tes parents ?» Notre protagoniste répondit qu'ils étaient juste à côté. Un autre garde fit savoir à son binôme que l'enfant était un peu suspect. Il ressemble à un enfant qui vit dans les bas-fonds. C'est probablement un orphelin. C'est peut-être même un garçon de course pour les bandits. Le garde fit comprendre à Chiron qu'il devait venir avec eux. Mais hélas pour lui, le garçon abandonna sa veste et disparut. Le garde ne comprit pas où il était passé. Son camarade le traita d'idiot et lui ordonna d'aller le chercher rapidement. « Comment as-tu pu laisser un gamin se barrer? Tu nous fais honte. » Chiron avait réussi à s'échapper. Qu'aurait-il dit à son père si on l'avait attrapé? Il était soulagé que les gardes soient enfin partis. C'était évident que son père allait le gronder. Ses vêtements étaient dans un sale état. Il remarqua l'autre chaussure qu'il avait perdue. Alors qu'il s'apprêtait à la remettre, il ne savait pas encore qu'il allait vivre quelque chose d'unique. Il venait d'entendre de l'autre côté du mur « C'est quoi, la magie ?» Ce sera le sujet du jour. Mince! Ce dont il voulait en savoir le plus était à portée de main.
De l'autre côté, un enfant disait au directeur qu'au lieu de leur parler de la magie, ils aimeraient plutôt le voir faire jaillir du feu. Chiron comprit alors. L'endroit de l'autre côté du mur pourrait-il être une école de magie? « Vous pourriez avoir des ennuis si vous allumez un feu dans l'école, » répondit une voix d'adulte. « Cependant, si vous répondez correctement à ma question, je vous montrerai de la magie. Selon vous, quel est le talent le plus important lorsqu'il s'agit d'apprendre la magie ?» Un des enfants répondit « Le savoir, il faut travailler dur après tout, il faut étudier la magie toute sa vie. » Pour un autre, c'était l'argent, car il avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de choses à acheter. Le directeur fut pris d'un rire face aux réponses des enfants. Il était clair pour lui que personne n'avait encore trouvé la bonne réponse. Un autre élève lança « Si ce n'est ni le savoir, ni l'argent, ni le travail, alors c'est forcément qu'il faut être un noble ou quelque chose comme ça. » Le directeur répondit enfin « Le talent le plus important quand il s'agit d'apprendre la magie, c'est l'intuition. » Les enfants voulurent savoir ce qu'était l'intuition. « Y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas ce que fait 1 + 1 ?»« Qui ne le sait pas? C'est évidemment 2 !» s'exclama un enfant. « Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi c'est 2 ?» Tous les enfants restèrent sans voix face à la question du directeur. « Ce sentiment étrange que vous avez en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Il fut un temps où les gens ne savaient pas que 1 + 1 est égal à 2. Beaucoup de personnes ont travaillé dur pour le prouver. Mais malgré l'absence de preuves concrètes, nous sommes capables de comprendre que 1 + 1 est égal à 2, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une loi qui a toujours existé en ce monde. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de l'apprendre, car nous sommes capables de le ressentir et de l'accepter dans son intégralité. La magie est aussi une loi qui existe dans le monde depuis le début, et nous sommes capables de la ressentir et de l'accepter dans son intégralité grâce à l'intuition. C'est pourquoi l'intuition est plus efficace que le savoir et plus rapide que le travail. Pour l'un des enfants, c'était vraiment extraordinaire, et cela pourrait faire de quelqu'un un génie. Oui, tout à fait. Et si tu affines ton talent, tu peux aussi devenir ce genre de mage. Le directeur avait déjà remarqué la présence de notre protagoniste derrière le mur. C'est vrai? L'enfant qui se tient derrière le mur. J'aimerais entendre ce que tu en penses. Merde. Chiron comprit qu'il s'était fait repérer. Il se demandait s'il devait s'enfuir sur le champ ou répondre. « Je suis dans la merde », pensa-t-il. « Que vont-ils lui faire s'ils le capturent ?» C'est alors qu'une pensée traversa l'esprit de Chiron. « Si je n'escalade pas ce mur tout de suite, je le regretterai pour toujours. » Il se mit à grimper. Arrivé au sommet, le paysage qui s'offrit à lui l'éblouit. Le directeur était au pied de l'arbre, avec des enfants assis autour de lui. « Es-tu venu tenir compagnie à ce vieil homme ?» demanda le directeur. « Il s'appelle Alphéas Myrne, directeur de l'école de magie Alphéas. C'est un mage certifié de niveau 4. » Notre protagoniste prit son courage à 2 mains et sauta du mur pour aller à la rencontre du directeur. Et voilà qui conclut ce chapitre. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère sincèrement que les premiers pas de Chiron dans ce monde mystérieux vous ont captivé autant que moi. Si c'est le cas et que vous êtes impatient de découvrir la suite de ces aventures, la meilleure façon de me soutenir et de ne rien rater est de vous abonner à la chaîne Naruto Manoa. En cliquant sur le bouton s'abonner, vous ne rejoignez pas seulement une chaîne, mais une véritable communauté de passionnés de Manoa. Chaque abonnement est un soutien énorme qui me motive à continuer à vous proposer du contenu de qualité. N'oubliez pas non plus de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Cela aide énormément l'algorithme à la faire découvrir à d'autres. Pour être certain de ne pas manquer le prochain chapitre, activez la petite cloche des notifications. Et enfin, j'attends vos réactions en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce début? Avez-vous des théories sur les pouvoirs de Chiron ou sur ce qu'il attend à l'école? J'ai hâte de vous lire. Merci encore pour votre soutien. C'était Naruto Manoa. Et je vous dis à très bientôt pour la suite